Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Va-t-on vers un dialogue direct entre l'ancien et le nouveau président? Le ciel s'éclaircit un tout petit peu sur la question. Le sujet a été évoqué hier au cours d'une rencontre entre Félix Tshisekedi et le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères. On y reviendra parce qu'on a un peu plus d'éléments sur la question. Mais pourquoi? Alors que les regards sont rivés sur Washington, où les deux mains, un projet d'accord va être signé ou présenté. Projet d'accord entre la RDC et le Rwanda. Pourquoi la déclaration de principe signée le vendredi passé suscite plus d'inquiétude qu'elle ne rassure? A-t-on décidé, comme d'aucuns le disent, de brader nos ressources naturelles, d'accepter la cogestion avec un État encombrant, envahisseur? À quelles conditions? Quelles devront être les limites de la RDC? La ligne rouge à ne pas franchir. On y reviendra dans l'émission. On reviendra également sur les nouvelles accusations, enfin des révélations dans l'affaire Kabound. Comment la justice est, on va dire, manipulée à souhait, selon que l'on a une portion des responsabilités. L'une des personnes d'ailleurs, le camp Bizibou est annoncé à Mbujimaï. On ne sait pas s'ils sont arrivés, on va chercher à savoir ce qui s'est passé. Le seul parti au pouvoir qui a deux ailes, bien connues. Bienvenue, merci pour votre fidélité. On a Maître Francis Tchubalabala ce matin, vous êtes député UDPS, élu dans la très convoitée circonscription de la Tchangou. Bienvenue sur notre plateau, comment vous sentez-vous? Oui, merci Jean-Pierre, je me sens très bien par la grâce de Dieu. Et je suis heureux de faire acte de présence à votre émission et je crois que c'est... Ça faisait longtemps. C'est la énième fois. Ouais.
Et je pense que chaque fois que vous avez besoin de moi pour que nous puissions décortiquer l'actualité, je me disponibiliserai toujours. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce matin, Maître Francis Chibalabala, député UDPS, élu de la Tchangou. Où en est-on avec la situation des sinistrés de votre circonscription électorale, des gens qui étaient engloutis par les eaux de pluie du côté de Matete vers Ndanou, là-bas, Limité Ndanou, où en est-on? On sait que certains étaient gardés au gymnase du Stade des Martyrs, d'autres étaient dans une école là-bas à Matete. Où est-ce qu'on en est? Avez-vous les dernières informations? Voilà, je n'ai pas toute l'information, mais des bribes d'informations que j'ai font état d'une certaine mauvaise gestion de cette situation. Mauvaise gestion. Naturellement, parce qu'il y a deux familles jusqu'à aujourd'hui sont à la belle étoile. Il y a deux familles qui ont tout perdu quasiment et qui ne sont pas prises en charge par l'État. Ceux qui ont bénéficié justement d'une prise en charge de l'État sont chanceux naturellement, parce que quand vous allez par exemple à Petro-Congo, il y a un père de famille qui a recueilli, heureusement il a une très grande parcelle, qui a recueilli de nombreuses familles là-bas, qui sont démunies pratiquement, qui sont dépourvues de tout. Et je pense que le ministre des Affaires sociales devrait aussi jeter un coup d'œil sur des familles qui n'ont pas bénéficié de l'assistance du gouvernement. Le président a été au chevet de ces familles, le gouverneur de la ville. Peut-on dire qu'après ces passages, plus rien n'a plus été fait? Je crois que le président de la République, en tant que père de famille, ne pouvait pas rester indifférent face à ces drames quasiment, parce qu'il y a eu des pertes en vies humaines. Il y a des gens qui ont vu tout leur bien être englouti par l'eau et qui ont pratiquement tout perdu. Et le président de la République était au chevet justement de cette population-là. Et c'est vrai qu'il y a eu des décisions, des mesures qui ont été prises et même une assistance considérable aussi qui avait suivi. Mais je crois qu'il y en a d'autres aussi, comme je l'ai dit précédemment, qui sont abandonnés à leur triste sort. Et je pense qu'ils doivent voir aussi les bouts du tunnel, à l'instar d'autres qui en ont bénéficié, bien sûr. En tant qu'élu, quel a été votre apport dans cette crise? Voilà, nous sommes élus. Notre travail, c'est de porter la voix de nos électeurs. Nous avons saisi des autorités par rapport à cela. C'est ce que d'ailleurs je suis en train de faire. Je suis en train de lancer un cri d'alarme pour que l'État prenne en charge ces familles qui sont victimes justement des inondations et aussi trouver quand même quelque chose pour soulager un tant soit peu leur misère, parce que jusque-là, beaucoup de familles ne sont pas encore sorties de l'auberge, comme je l'ai dit précédemment. Donc il faudrait que l'État, parce qu'il est du ressort de l'État, bien entendu, de résoudre ces problèmes, de prendre en charge cette situation. Moi, en tant qu'élu, tout ce que je puis faire, c'est de porter la voix de ces électeurs, de cette population-là qui est naturellement en difficulté. Merci bien, Maître Francis Chibalabala, pour votre SOS que vous lancez ce matin pour les sinistrés des dernières pluies à Ndanou, Matete, des bonhommes, et de ces côtés-là. Vous n'êtes pas qu'élu de la Tchangou, vous êtes élu de la capitale, en effet, de Kinshasa. À la dernière émission avec vous, nous parlions des cas de vols à main armée, des braquages qui s'opèrent désormais en pleine journée. La cible, c'est des maisons, des ventes, des crédits, des maisons d'échange, bureau Forex. La dernière vidéo, qui a choqué la communauté, c'est le braquage opéré en pleine journée à Lemba Terminus, où tout a été emporté. Des gens qui ont opéré en toute tranquillité, sans être inquiétés. Pourtant, à 2-3 mètres de là où s'est déroulée l'opération, se trouvent plusieurs postes de police, à gauche tout comme à droite. Peut-on dire qu'aujourd'hui, aucun Kinois n'est en sécurité, aucun d'entre nous, personne d'entre nous n'est à l'abri de toute surprise désagréable? Voilà, en tant qu'élu national de la ville de Kinshasa,
il est de notre devoir, de mon devoir, de condamner justement avec fermeté justement ces actes ignobles, ces actes mortifères. Non seulement ces hommes armés profitent pour faire main basse sur les biens, sur l'argent des paisibles citoyens, mais aussi nous enregistrons parfois des pertes en vies humaines. Justement. Et ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment condamner. Et en même temps, responsabiliser le gouvernement de la RDC, donc la police nationale qui a la mission de protéger la population. Elle doit pleinement jouer son rôle. Donc, je salue d'un côté les efforts déployés par notre police pour venir à bout justement au banditisme urbain. C'est ce qu'il faut, ce qui mérite que nous puissions applaudir notre police. Donc, de part de la population en général, il y a quand même une amélioration de cette situation depuis un certain moment. Mais apparemment, la criminalité a changé de mode opératoire. Maintenant, c'est plus des hommes armés qui sèment désolation dans la capitale. Et je pense qu'il faudrait aussi que la police puisse prendre des mesures coercitives et des mesures efficaces pour contenir justement cette criminalité qui est en train de s'aimer vraiment désolation au sein de la population. Donc, il faut, pour résoudre ces problèmes, il faut poser un bon diagnostic. Il faut attaquer le problème à la racine. Actuellement, pas actuellement, depuis un certain moment, on assiste, je ne sais pas si je peux, passez-moi l'expression, à une prolifération des armes des armes à feu dans la capitale. Nous voyons des gens se pavaner avec des armes qui sont peut-être pas enregistrées, etc. Et la plupart des gens qui s'adonnent justement à cette sale besogne, il y a aussi parmi ces gens, il y a aussi des militaires, il y a aussi des policiers. Oui. Vous comprenez? Et est-ce que ces armes-là sont-elles enregistrées? Est-ce que ceux qui détiennent ces armes sont réellement des agents de l'État qui vont au travail? Est-ce qu'il y a, de ce côté-là, il y a quand même un certain laxisme qui occasionne tout ça? Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. L'État doit cantonner tous ces militaires qui sont en train d'errer, toutes ces personnes en uniforme qui sont en train de s'aimer justement la désolation dans la capitale, veiller à ce que ces genres de choses ne se reproduisent plus. On a assez décrié ces choses, mais il faudrait absolument qu'il y ait aussi des mesures qui suivent pour éviter que nous puissions continuer ou dans une ville où, marquée par en grande partie, la majorité de l'économie informelle, avec des jeunes gens sortis de l'université qui se débrouillent. Faire d'eux la cible des prédilections aujourd'hui, c'est décourager tous ces jeunes qui bravent la peur. Je crois qu'il faut absolument faire quelque chose. Il y a un débat, il y a un débat marché central. On a tellement beaucoup de choses à dire. Il y a des accusations de part et d'autre. Le contrat a été mal négocié. Il y a eu des pots de vin, des rétrocommissions. L'ancien gouverneur est sorti de sa tanière. Il y a 2 jours, il a fait une conférence de presse. Avant lui, d'autres personnes ont parlé. Au moment où ce contrat a été signé, honorable Tchibalaba, ce n'est pas notre thématique, mais acceptez qu'on en parle, vous étiez député provincial. En toute indépendance, qu'est-ce que vous savez du contrat qui a conduit à la construction du nouveau marché? Voilà, selon les informations que nous avions, parce que là, je n'aimerais pas ici opiner ou émettre un point de vue qui soit dans les sens soit de confirmer les accusations ou de les infirmer. Et moi, personnellement, nous étions informés. Membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous étions informés de ce contrat, mais nous n'avons pas pris part, justement, à tout ce qu'il y a eu autour du marché. Vous personnellement ou moi personnellement, même l'Assemblée, parce que je me rappelle à un moment donné, au cours d'une plénière, il y a un collègue député qui avait exigé que l'on puisse nous brandir, justement, nous produire ces contrats, au fin d'y jeter un coup d'œil et éventuellement aussi émettre
justement des avis là-dessus. Mais à l'époque, rien de tel n'a été fait. Là, il faut le rappeler quand même. Mais tout ce que nous savons, au vu des informations de notre possession, que ça a été fait selon les règles. La procédure a été respectée. Et s'il y a des accusations qui pèsent sur X, Y personnes, parce que là, je crois que vous faites allusion aux conclusions de la Cour des comptes. C'était la Cour des comptes, qui a indexé le président Godet et l'ancien gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Je crois qu'ils sont aussi en droit d'apporter leurs éléments des réponses. Le président Godet avait réagi. Il y a aussi le gouverneur, l'ancien gouverneur, qui a tenu une conférence de presse pour essayer d'apporter justement la lumière par rapport à cette question. Donc, il revient à l'accusateur, comme on dit en droit, d'apporter justement la preuve qui sous-tend justement ces accusations. Donc, si on comprend bien, s'il y a eu des choses qui ont été mal faites, je crois que ça se saura dans la mesure où, étant donné qu'il y a des accusations formelles qui proviennent justement d'une institution aussi valeureuse qui est la Cour des comptes, j'espère qu'il y aura certainement l'implication de la justice pour essayer de tirer les choses au clair. Bien. Merci à celles et ceux qui nous regardent. Nous pensons que vous passez un excellent moment de télé à notre compagnie avec notre invité, Maître Francis Chibalabala, député national élu de Kinshasa, Tchangou, membre de l'UDPS, qui gère votre parti en ce moment, l'UDPS. Vous savez, c'est une énigme. C'est quelque chose d'imbuvable. La question est simple. Qui gère l'UDPS en ce moment? Justement, je suis en train de vous répondre. Allez-y. Personnellement, si j'avais le choix, j'aurais tout simplement botté en touche votre question. Mais par respect pour nos électeurs, je suis obligé quand même d'y apporter une réponse. Nous constatons que le parti est dans une situation de bicéphalité. Nous pensions que c'était fini, mais là, ça rebondit de plus belle. On a vu Déo Bizibou en tournée en province. Justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, je pense que nous avons un bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Connu, au niveau du parti. Au niveau du parti, nous voyons l'honorable Kabouya poser des actes en tant que secrétaire général et président AI d'un côté. De l'autre, il y a aussi le conseiller du chef de l'État, Déo Bizibou, qui est aussi en train de poser des actes pour le compte et au nom de l'UDPS. Donc, personnellement, j'ai du mal à dire avec exactitude. Qui engage l'UDPS? J'ai du mal à dire avec exactitude qui engage l'UDPS parce que d'un côté, ils soutiennent poser des actes en conformité avec les textes qui nous régissent. De l'autre aussi, c'est le même argumentaire qui en tant qu'élu UDPS, vous relevez de quelle obédience? Non, moi je suis derrière le président de la République. Je suis membre de l'UDPS. Je n'ai jamais fait partie d'une quelconque obédience. Donc je suis de l'UDPS. Nous avons un président national qui est empêché, bien entendu. Et voilà pourquoi j'appelle de tous mes voeux l'organisation. Vous payez vos J'appelle de cotisations. tous mes voeux l'organisation d'un congrès qui va, bien entendu, déboucher à l'élection, déboucher sur l'élection d'un nouveau président qui, à son tour, va nommer son exécutif. Ce congrès n'a-t-il pas déjà été organisé avant les élections de 2000? Non, pas encore. Le congrès n'est pas encore organisé. Il y a le congrès qui a été organisé, qui avait donné gagnant à la présidence le président Tshisekedi. Et depuis, il n'y a pas eu de congrès. Donc, nous attendons qu'on organise... Il y a eu un autre congrès qui a permis à ce que Kabouya soit... Non, ça, c'était des assises qui avaient réuni certains membres du parti, etc., pour essayer de bonifier un peu tout ce qui a été fait précédemment. Comment expliquer que vous n'arrivez pas à rétablir de l'ordre
à mettre de l'ordre dans votre propre boutique, dans votre propre parti? Non, mais écoutez, ces schismes? vous savez, nous sommes un parti politique où les points de vue échangent, où les points de vue discutent. Nous sommes un parti politique où il y a une vitalité démocratique au point que parfois les ordres... C'est pas la démocratie, ça. Non. Ça s'apparente à une forme d'anarchie. C'est la démocratie. Vous savez, en démocratie, la démocratie, c'est aussi la voix de la majorité. La démocratie, ça veut dire qu'il faut aussi respecter les points de vue des autres. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une situation sui generis. Une situation où nous n'avons pas un président national, nous avons un secrétaire général qui joue un peu ces rôles-là du président national, alors que statutairement, ce n'est pas prévu. Donc voilà pourquoi je dis qu'il fallait absolument que, au lendemain de la prise de fonction du chef de l'État, qui était notre président national, que l'on puisse penser, organiser un congrès qui aurait conduit justement à l'élection ou qui conduirait à l'élection d'un nouveau président. Malheureusement, cela n'a pas été fait et nous sommes dans une situation un peu particulière. Donc, quand je dis sui generis, ça veut dire que les règles ne sont parfois pas respectées. Les choses qui se font selon les humeurs des uns et des autres. Et là, ça nous met en difficulté. On ne va pas parler du triomphe de la démocratie, mais nous sommes dans une phase de l'anarchie. Non, il ne s'agit pas de l'anarchie. Il ne s'agit pas de l'anarchie, il s'agit d'une erreur qu'on aurait commise. Le ministre de l'Intérieur, cette erreur-là est en train de nous rattraper. Et le ministre de l'Intérieur qui suspend les activités des partis des autres, que fait-il? Ne voit-il pas ce qui sévit à l'UDPS chez lui? Voilà, je crois que le ministre de l'Intérieur, en suspendant le PPRD, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est tout simplement parce que le PPRD est en marge de la loi sur les partis politiques. Oui. Même la loi sur l'opposition politique en RDC. Et même en marge de la Constitution. On va parler du PPRD. Là, on parle d'abord de l'UDPS. Et au vu justement de ces actes-là, le ministre a pris cette mesure de suspendre le PPRD. Mais s'agissant de l'UDPS, je pense que cette attitude ne viole pas la loi sur le parti politique, moins encore ne viole pas la Constitution du tout. Il s'agit d'une cuisine interne où il faut que les sociétaires se mettent autour de la table pour apporter une solution définitive à ces problèmes. Donc, vous n'avez pas une réponse claire et directe. Mais maintenant, on a vu Augustin Kabouya dans une vidéo devenue virale faire des révélations fracassantes sur les circonstances qui ont entouré la remise en liberté de Jean-Marc Kabound. Il a prétendu que ce dernier aurait envoyé un émissaire plaider en sa faveur auprès du président. Vous étiez ici, Maître Francis Chibalabala, vous en étiez pris en son temps à Jean-Marc Kabound, demandant à ce qu'il soit d'ailleurs poursuivi notamment sur la gestion des fonds des cartes, ainsi de suite. Comment trouvez-vous les allégations d'Augustin? Parce que le camp Kabound a répondu, arguant que la sortie de Kabouya démontre à quel point la justice est instrumentalisée, manipulée. Ils ont dit que leur chef n'a jamais demandé la clémence de quiconque et qu'il a été libéré parce qu'arrêté injustement, arbitrairement. Vous avez la parole. Voilà. Je crois que au sortir de la prison, l'honorable Jean-Marc Kabound s'était livré à la presse lors de son comeback politique. Ouais. Il a si bien dit que voilà, il y a eu une action au niveau de la justice qu'il aurait remis en liberté. Vous comprenez? Ouais. Et je pense qu'il s'agit justement de cette réalité-là. C'est ce qui s'est passé réellement. Lorsque le secrétaire général Kabouya dit que voilà, il y a l'honorable Kabound avait dépêché ses émissaires pour suppléer les chefs de l'État. Il a cité des témoins. Je crois que c'est quand même dans l'ordre de choses, parce qu'il y a eu des propos irrespectueux, désobligeants de la part tenus par Jean-Marc Kabound, et que ces propos auraient ou avaient lésé les présidents de la République. Il est quand même humain que celui-ci, c'est lui qui avait tenu ses propos, Jean-Marc Kabound, puisse présenter ses excuses. Mais ça n'a rien à voir avec les faits pour lesquels il était poursuivi.
Il a été libéré parce que la justice l'a voulu. Donc, il est chef de l'État. Le président lui a accordé son pardon. Que les chefs de l'État lui accorder son pardon, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas poser, ça ne peut pas soulever, une polémique. Parce que je donne un exemple. Selon que ça vous plaît ou pas. Je donne un exemple. Vous m'insultez par exemple, je vous attrais en justice, vous êtes condamné. Cela n'exclut pas que vous sollicitiez que je puisse vous accorder mon pardon. Et admettons que cela a été vrai. Est-ce que c'était si ça a été vrai, ouais. Je ne vois pas pourquoi on accuserait le chef de l'État d'avoir interféré à la justice. Donc sinon, le chef de l'État, s'il avait tous ces pouvoirs-là, il pouvait ordonner carrément que Jean-Marc Abound soit remis en liberté. Mais Jean-Marc Abound avait initié une action en bonne et due forme au niveau de la justice, et cette action avait débouché justement à sa remise à liberté. Donc il ne faudrait pas ici faire de l'amalgame, considérer que c'est à la suite justement de ces pardons accordés qu'il a été remis en liberté. Est-ce que pas du tout. Quand ça vient de celui qui gère le parti présidentiel au quotidien, est-ce que c'est une bonne communication? Je crois que la parole avait précédé la pensée, tout simplement. Il faut mettre ça dans ces crédits-là. Ne pas considérer qu'il est en train de jeter les discrédits sur notre justice, contrairement à cette polémique qui est en train d'enfler. Mais moi, personnellement, je me dis la parole avait précédé sa pensée et c'est tout naturel. Ça nous arrive aussi. Pendant que vous réfléchissez, dire tel mot, il y a un autre qui sort. Donc ça nous arrive à nous tous. Et le secrétaire général n'a pas dit que le président avait ordonné à la justice pour qu'il soit remis en liberté. En tout cas, c'est ce qui a été dit. C'est ce que l'on comprend dans sa vidéo, que s'il est sorti, c'est parce qu'il a demandé pardon et que celui-là lui a été accordé. UDPS. On va parler de Kabila, la déclaration des principes et tout. L'avant-projet entre la RDC et le Rwanda que nous attendons. Les deux, ce sera donc le vendredi. Les regards sont rivés vers ou sur Washington pour voir quel sera le contenu de cet avant-projet. Déjà que la simple déclaration de principe est au cœur d'une vive polémique, mais en tant que député, on a vu hier soir sur les réseaux sociaux un document signé par Vital Kamerhe, le président de votre chambre, adressé à la Cour constitutionnelle, lui rappelant ce que la plénière en son temps avait déjà décidé dans l'affaire Matata Pogno, en rappelant à la Cour que les immunités du député Matata n'ont pas été levées par la chambre basse. Et en tant que telle, la Cour devrait se conformer à cette procédure avant toute poursuite d'un député. Je voudrais savoir ce que vous pensez d'abord de l'affaire Matata et de cette correspondance. Matata qui avait refusé de plaider à la dernière audience. Bon, je crois que le président de l'Assemblée nationale a posé un acte responsable dans la mesure où il est président de l'Assemblée nationale. Il y a un député qui est à la disposition de la justice qui a fait remarquer, qui a sollicité l'accompagnement de l'Assemblée par rapport à son dossier, par rapport à la manière dont cette affaire solliciter l'accompagnement ou plutôt le respect de la procédure. Est instruite. Quand je parle de l'accompagnement, ça veut dire que le bureau ou l'Assemblée fasse respecter justement la procédure. Demande à la justice de respecter la procédure telle que la loi de la République l'exige. Personnellement, je me dis c'est quand même tard cette demande dans la mesure où l'affaire est au niveau de la Cour, est déjà au niveau de la Cour. Les immunités généralement sont observées lorsqu'il s'agit du parquet, avant que le parquet puisse enclencher son action, ou lorsqu'il s'agit d'une action au tribunal, mais une action dont la justice a été enclenchée par voie de citation directe. Et là aussi, on doit observer justement ces préalables-là.
les privilèges des juridictions, etc. Il y a même, on fait allusion plus à la qualité de la personne, au statut de la personne. Oui. Mais nous sommes au niveau de la Cour. Au niveau de la Cour a été saisie aux fins de fixation de la date d'audience par le parquet. Si c'est un cas de flagrance, au niveau de la Cour maintenant, au niveau de la Cour, Matata avait bien fait de faire observer cela au niveau de la Cour. Et les avocats de Matata avaient relevé justement les préalables, dont notamment l'inobservance justement de cette exigence constitutionnelle. Et la Cour aussi avait en partie fait droit à ces préalables dans la mesure où elle avait joint justement ces exceptions au fond et demandé à la partie Matata de poursuivre l'audience. Malheureusement, celle-ci avait séché les audiences. C'est naturellement à ses risques et périls dans la mesure où le ministère public sera seul. Il devrait être confronté justement à l'argumentaire, au contre-argumentaire de la partie Matata qui mettrait naturellement justement le ministère public en difficulté. Mais là, ils lui ont laissé un boulevard vide. Il a requis ce qu'il a requis. Je crois que c'est 20 ans d'emprisonnement. Oui. Et il reviendra à la Cour d'apprécier. La Cour avait décidé de se prononcer quant aux exceptions. Et au fond, nous attendons l'arrêt de la Cour, qu'est-ce qu'il en sera. Donc au niveau de la juridiction de jugement, il est difficile de faire remarquer cela et que la Cour puisse arrêter de poursuivre ou d'instruire alors qu'elle était déjà saisie. Et Matata, à l'époque aussi, il semble que ces immunités ont été levées. Et c'est un vieux dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. Immunité levée alors qu'il est relevé d'une autre chambre. Maintenant, il relève d'une autre. Effectivement, mais nous sommes au niveau de la Cour, nous ne sommes pas au parquet. Si nous étions au parquet, il pouvait peut-être faire observer cela, mais déjà le fait qu'il ait comparu, le fait que le dossier soit envoyé en fixation au niveau de la Cour constitutionnelle et que l'instruction ait déjà débuté, je pense que c'est tardif. Est-ce qu'on ne fait pas un ciblage systématique sur les opposants? Après Matata, il y a Katumbi, on va parler de Kabila plus tard. Katumbi, dont la ferme de Futuka a été perquisitionnée sans aucun document légal. Et en ce moment, les animaux sont en détresse parce que les travailleurs sont interdits d'accès. Seuls les joueurs de la Katumbi Football Club ont le droit d'entrer et de sortir, pas les travailleurs. Les voisinages alertent sur les dangers qui guettent les animaux en ce moment, qui n'ont plus de maître. Voilà, je ne sais ni infirmer ni confirmer vos propos, mais c'est connu, les gens l'ont dit. Ce que je sais, si la justice a ouvert un dossier contre Katumbi et que la justice est en train d'enquêter sur un certain nombre de faits, je crois que la justice peut restreindre justement les libertés des uns des autres. Pour éviter, on ne sait pas officiellement s'il existe un dossier ouvert à sa charge. Pour éviter que les pistes soient brouillées, bien entendu. Donc ici, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Nous ne sommes pas en train de régler des comptes aux opposants. Mais comment peut-on appeler ça autrement? Sinon, ils se retrouveraient tous en prison. Tous seraient en tôle. Donc c'est quand même une réalité parce que non, il n'y a pas que des opposants. Oui, parce qu'il y en a plus. Je vous rappelle qu'il y a un ministre qui venait d'être condamné. François Roubota. Dans une affaire où d'autres ont été disculpés. Mais c'est tout naturel parce que la justice. Et il nous semble aux dernières nouvelles qu'il la justice a trouvé que condamné, mais il n'a toujours pas été emprisonné. Bon, S'il a, je ne sais pas si je n'ai pas suivi l'affaire pour que j'émette une analyse juridique, mais je crois qu'il a été condamné. Donc c'est ça le plus important et peut-être qu'il a saisi ou il a usé d'autres voies de recours qui naturellement empêcheraient à ce qu'on exécute justement la peine ou qu'on exécute la peine. Mais je crois que si cette peine est définitive, naturellement, il doit la puriger, c'est tout naturel. Donc ici, nous sommes en train, il faut absolument à un moment donné moraliser notre classe politique.
moraliser les Congolais. Il est pratiquement un constat que je fais, que lorsqu'on devient politique, on a tendance à se considérer comme au-dessus de la mêlée, comme des personnes intouchables, des gens qui ne peuvent pas être en porte-à-faux avec la justice, etc. Non, si vous voulez être en liberté, si vous ne voulez pas être inquiété, vous devez vous comporter honorablement. Mais lorsque vous commettez des actes qui énervent le loi de la République, il est tout naturel. Aujourd'hui, qu'est-ce que Katumbi a fait? Que vous soyez poursuivi. Un dossier judiciaire ouvert à sa charge. Pourquoi je ne sais pas s'il y a un dossier jamais judiciaire. Des membres de l'Union sacrée. Ça serait difficile pour moi de donner un point de vue par rapport à cela, parce que je n'ai pas, j'en connais pas les tenants aboutissants de ces dossiers. Je ne sais pas s'il y a une action judiciaire qui a été ouverte à sa charge. Donc c'est difficile pour moi dès que j'ai l'information, soit à la prochaine émission, j'aurai au-delà de la un argumentaire par rapport à cela. De sa ferme, il y a son passeport et ceux de ses collaborateurs qui sont bloqués. Ils ont introduit la demande, ça fait plus d'une année maintenant. Katumbi, Kamitatu et tout récemment, Mike Mukeba Nkosso, qui intervient assez souvent ici. Les trois sont privés de leur passeport. C'est pourtant l'un des droits les plus fondamentaux. Non, mais vous savez, même vous là, si vous faites une demande de passeport, ce n'est pas demain qu'on va vous le remettre. Ça ne prend pas une éternité. Vous comprenez, ce n'est pas demain. Ça veut dire qu'il y a aussi des contraintes. Il nous arrive parfois, on vous dit, voilà, les machines sont en panne. On vous dit, par exemple, qu'il n'y a plus de papier qui sert à imprimer justement des passeports. Donc je pense que sur le plan administratif, il y a quand même des pesanteurs, il y a des contraintes qui retardent la délivrance justement de passeports. On ne peut pas ici considérer cela. Plus d'une année. On ne peut pas considérer 17 mois maintenant que M. Mike Katumbi... Mukeba, par exemple, il est sorti de la prison il n'y a pas longtemps. Lorsqu'il dit que voilà, il avait fait une demande de passeport jusqu'à aujourd'hui, on ne lui a pas encore délivré. Et je pense qu'il faut mettre ça dans les crédits d'une lenteur administrative. Il ne faut pas considérer tout simplement que... Si Mike, c'est récent, mais Katumbi, ça fait 17 mois. Il y a la main noire derrière. Il ne faut toujours pas chercher des accusations ou des boucs émissaires chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous aussi, nous rencontrons ces genres de difficultés. Il y a des documents qu'on a sollicités de l'administration, qu'on a obtenus après plusieurs temps. Il y a des décisions de justice, par exemple, qui interviennent au-delà du délai réglementaire ou légal. On ne peut pas. Mais est-ce qu'on en fait tout un plat? C'est anormal. Donc, ce sont des choses. C'est anormal, il faut effectivement, c'est anormal, oui. Mais il y a des contraintes qu'on ne peut peut-être pas surmonter ni contourner. C'est pas une lenteur. Il ne s'agit pas là d'une lenteur plutôt politiquement motivée. Je ne pense pas. Quel est l'intérêt aurait les régimes à faire à ce qu'un citoyen, fût-il opposant, ne puisse pas bénéficier de son passeport? On l'a déjà vécu avec Salomon Escadela quand Katumbi nous sommes pas quand même, nous sommes pas les régimes passés qui avaient interdit à Katumbi de se porter candidat président de la République, ni de fouler ses pieds sur le sol. Mais votre régime, congolais, en autorisant, en donnant le passeport à Moïse pour son retour d'exil, n'avait pas donné le passeport à Salomon Escadela, qui a mis beaucoup de temps avant de pouvoir entrer en possession de son passeport. L'affaire Kabila maintenant, on va parler de la déclaration, mais comme on parle des situations autour des opposants politiques, parlons-en carrément. Hier, en échangeant avec le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, ils ont parlé du cas Kabila qui s'est invité à l'échange. Le Belge insistait sur la nécessité des concertations plus inclusives avec tout le monde, y compris avec l'ancien président. À la presse, il a expliqué que le président Tshisekedi s'était montré favorable à un dialogue direct avec son prédécesseur, mais également avec d'autres forces politiques. Je voudrais savoir ce que vous pensez. Voilà. Je voudrais ici vous mettre en contexte. Je voudrais, excusez-moi, de faire un peu une remontée de l'actualité ou de la situation politique de notre pays, partant justement de l'alliance FCC-CACH. Vous comprenez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a toujours été de bonne foi. Il a toujours été ouvert au dialogue.
les présidents n'ayant pas la majorité, son parti politique ou son regroupement qui était le CAS, n'ayant pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, étaient obligés, justement, au vu de la Constitution, de composer avec le FCC qui avait la majorité. Et il y a eu un accord de gouvernance qui a été signé. L'accord dont on parle, c'est l'accord de gouvernance qui a été signé, le fameux accord. Et l'accord de gouvernance a été signé, qui avait donné justement, ou qui avait attribué des postes importants, la primature, l'Assemblée nationale, les Sénats, au PPRD, et d'autres, et certains ministères au PPRD, des ministères régaliens, parmi en temps normal, lesquels, si on est en coalition... Vous comprenez, et pendant notre marche, tous savons que c'est les PPRD qui est à la base de la rupture de cette alliance. En quoi faisant? Il est inadmissible que les présidents du Sénat, comme de l'Assemblée nationale, tiennent des propos désobligeants à l'endroit du président de la République. Comme quoi? Tous avons suivi les déclarations de Mabunda. Tous avons suivi les déclarations de l'Architecte Tambo Mwamba. Donc je ne suis pas ici pour vous remémorer. Les gens connaissent quelle a été la responsabilité de l'un et de l'autre. Il est inadmissible que le ministre de portefeuille, qui était du PPRD, puisse bloquer l'ordonnance présidentielle pendant plus d'une année. Parce que n'ayant pas été délibéré en Conseil des ministres... Il est inadmissible qu'un président en fonction voie ses pancartes avec son effigie être brûlé, être détruit quasiment par les militants du PPRD. Ce sont des choses que Kabila ne pouvait pas accepter. En même temps que des effigies de l'ancien président avaient également été déchirées. Vous parlez de l'affaire de Kolwezi. Non, écoutez, là c'était UDPS à l'opposition, mais nous étions en alliance, nous étions des partenaires politiques. Donc il était inadmissible. Et au regard de tous ces écarts de conduite et de langage, et les présidents n'avaient pas de choix que de rompre cette alliance. Et après, le président Kabila, qui s'était enfermé dans un silence ahurissant quasiment, est sorti de sa tanière lorsqu'il était question justement de parler de choses importantes qui touchaient à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de notre nation. On a vu comment il a pris position pour l'M23. Il a quasiment légitimé cette action mortifère horrible du M23. Et malheureusement, tout ce qu'il a dit, c'est réalisé aujourd'hui. Il a vu ça avec beaucoup de recul et sans passion. Donc les faits démontrent à suffisance que l'erreur n'est pas advenue, n'est pas venue du président Kabila a demandé qu'on parle avec le M23. Aujourd'hui, on parle avec le M23. Non, ce n'est pas Kabila qui a demandé qu'on parle avec le M23. Son opinion, il a commencé qu'on devrait arrêter de penser. Non, n'idéalisez pas le propos de Kabila. Non, je reviens sur ce qu'il avait dit. Il avait commencé par dire que le M23, c'est une aspiration du peuple, une aspiration légitime du peuple, alors qu'il n'en est pas. Il a dit qu'il faut arrêter de prendre le M23 comme des simples proxys. Le M23 est en train de décimer la population. La boucherie qui s'est passée à Goma n'a pas été décriée ou dénoncée par le président Kabila. Au lieu de parler problème, exactions qui sont il a parlé solutions. N'ont pas été. Il nous semble que nous sommes dans exactement ce qu'il avait prédit. La solution n'est pas d'interdire à l'Afrique du Sud de nous venir en renfort. Ce n'est pas ça la solution. Tous les États qui sont agressés, comme c'est le cas entre la guerre, comme c'est le cas chez nous, par exemple, il s'agit d'une agression rwandaise. Nous étions légitimes, nous étions en droit de solliciter justement l'appui d'une armée étrangère, comme c'était le cas avec l'Afrique du Sud. Et le président Kabila était opposé à cette approche-là. Alors qu'il s'agissait justement d'un secours qu'on devait bénéficier justement face à cette agression injustement imposée à notre nation. Les troupes de la SADC, ça c'est une info la dernière d'ailleurs, les troupes de la SADC ont commencé à quitter le territoire national des Puisières, ils passent par le Rwanda, en même temps que des militaires et policiers qui étaient cantonnés à la base de la MONUSCO à Goma, désarmés. Donc, j'ai conclu en disant que le président Tshisekedi a toujours eu une main tendue vers l'opposition, comme sa famille politique. Il a toujours été ouvert au dialogue. Donc, si il accepte de rencontrer
son prédécesseur, je trouve que c'est dans l'ordre de choses parce que c'est ça sa nature au fait. C'est pas quelqu'un qui est vindicatif. C'est pas quelqu'un qui est conflictuel. Il a toujours prôné la paix et voilà pourquoi il accepte de négocier avec les parties prenantes au conflit de l'Est ou de la partie orientale de la RDC pour que la paix revienne et la paix durable, la paix définitive. Le problème, c'est des déclarations faites par lui avant toutes ces étapes, notamment en ce qui concerne le M23. Il a bien dit Urbi et Orbi qu'il ne négociera pas avec les pantins. Avant vous, un autre communicateur du pouvoir était ici. Il a dit que désormais le M23 sont nos frères. Ils cessent d'être des pantins. Bon, déjà, je vous réponds rapidement. Les chefs de l'État n'avaient jamais dit que le M23 était des étrangers. Il ne l'avait jamais dit. Il avait dit que c'était de marionnettes. C'était des pantins. Il s'est révélé que réellement, ils en étaient, ils sont des pantins. Parce que déjà, la base arrière, c'est le Rwanda, qui alimente cette nébuleuse en armes, en munitions, en hommes. C'est le Rwanda. Naturellement, ils sont de valets, ils étaient des valets de M. Kagame, pour assouvir justement, par qui il devait assouvir justement, ou par lesquels il devait assouvir justement ces visées expansionnistes et des prédations sur notre richesse ou de notre richesse. Donc, il est tout naturel que les présidents refusent de négocier avec eux parce qu'ils n'avaient pas des épaules larges pour prendre des décisions de manière autonome. Et les chefs de l'État, s'il a accepté de négocier avec eux, c'est sur fond, justement, de la résolution des Nations Unies. C'est cette résolution-là, en forme de recommandation, qui demande au président de la République, qui demande au M23, qui demande à Paul Kagame de se retrouver autour de la table. C'est en vertu de cela, les chefs de l'État étant membres des Nations Unies, et que cette résolution est l'œuvre des Nations Unies, il est naturel que les chefs se soumettent à la volonté justement du Conseil de sécurité. Comme a dit un penseur, un président, moins ça parle, mieux c'est. Non, mais les chefs ont dit non, mais il y a quand même, les conseils de sécurité, c'est une instance quand même supérieure qui a pris une recommandation à laquelle les États doivent il y a plusieurs processus en cours maintenant. Au-delà de ça, il y a aussi les processus de Nairobi qui prévoient un dialogue entre le gouvernement de Kinshasa et les groupes armés, y compris les M23. Donc nous avions souscrit à cette démarche-là. Mais là où le chef refusait, c'était de négocier en aparté, en dehors justement de la résolution et en dehors des processus en cours. On va parler de ce qui se passe à Doha. Les évêques, beaucoup ont dit que le processus de Doha avait bypassé carrément l'initiative des évêques. Et on a vu que les pères de l'Église catholique et protestants ont été reçus par le ministre qatari des Affaires étrangères. Nous y reviendrons. Mais focus d'abord sur Washington. Après-demain, l'avant-projet de l'accord va être signé. La déclaration de principe a suscité beaucoup de réactions, plus d'inquiétude, très peu d'assurance, au point que l'opposition a dit que pour protéger son pouvoir, Félix Tshisekedi a accepté de brader les richesses de notre pays. Il a accepté de se mettre autour d'une table avec l'agresseur sans que le document signé ne reconnaisse effectivement que le Rwanda est un pays agresseur. Allez-y, il y a plusieurs questions. Vous savez, la malchance que nous avons, c'est d'avoir des Congolais de mauvaise qualité dans nos rangs. C'est d'avoir des Congolais qui sont à la solde de l'ennemi, qui sont quasiment passés à l'ennemi. C'est ça les grands dangers. On ne va pas refuser que nous sommes en train de courir. À nos compatriotes leur droit subjectif pourquoi je l'ai dit, de réfléchir, de se questionner. Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement parce que les factuels en dit long. Nous avons des opposants, entre guillemets, congolais, qui reprennent
qui font la propagande du M23, du Paul Kagame, qui reprennent les narratifs de Kagame quasiment. Quand on refuse d'aller dans le sens... Peut-on nous aujourd'hui accuser Zelensky d'avoir bradé le minerai ukrainien? Il n'y a pas encore d'accord formel là-bas. Voilà. Il n'y a pas encore d'accord. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore d'accord formel. Oui. Avions-nous entendu l'opposition ukrainienne, parce qu'il y a une opposition là-bas, critiquer son président par rapport à cette initiative qu'il a prise? Signer un accord à n'importe quel prix. Ça, ce sont des questions que je me suis posées. Des questions. Merci parce que vous m'en donnez des réponses. On ne va pas. Je vais directement. On ne va pas hypothéquer nos ressources à n'importe quel prix. Je ne dis pas que ce qui s'est fait, c'est une sorte d'hypothèque. Je m'en vais répondre directement à votre question. D'accord. Parce que c'était des questions que je me suis posées personnellement. L'opposition congolaise est en train de mettre la charrue devant les bœufs ou avant les bœufs. Dans la mesure où il n'y a pas encore un accord définitif qui a été signé entre la RDC et les États-Unis. Il laissera, enfin... S'il vous plaît, il n'y a pas un accord qui a été signé, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous lisez l'accord de principe, je pense que la RDC a gagné en lisant cet accord. Premièrement, on dit pourtant qu'il est à l'avantage du Rwanda. Premièrement, Non, ça nous épargne de massacres de nos populations. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas compenser la vie humaine à un bien matériel ou à une somme d'argent exponentielle soit-elle. La vie humaine est sacrée. Doit-on continuer à compter de morts dans nos rangs, des compatriotes qui seraient en train de tomber tous les jours, où il faut qu'il y ait la paix? Rien n'est certain que cet accord, une fois signé, sera respecté. Premièrement, parce que le Rwanda a déjà prouvé. Ici, il ne faut pas être défaitiste. Nous devons être positifs. Nous partons du passé. Ne soyons pas défaitistes. Il y a eu déjà d'autres accords, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba, et on connaît la suite. Sera signé sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Il y en a eu. Donc je pense que sous l'égide des Nations Unies. Non, je parle des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a une bascule au niveau du monde. Il y a pratiquement le retour des empires. Il y a des puissances qui se sont constituées aujourd'hui. Il y a des blocs, excusez-moi. Nous sommes pratiquement dans un monde tripolaire. Passez-moi l'expression. Oui. D'un côté, nous avons les États-Unis qui maintiennent quand même cette hégémonie mondiale. De l'autre, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc, ces États, les États-Unis ont non seulement la puissance militaire, et là aussi, ils ont aussi la puissance économique. Donc, sur le plan militaire, les États-Unis peuvent faire respecter ces accords de bout en bout. Puisque c'est une puissance militaire, vous comprenez. Donc, s'agissant de l'accord, je disais premièrement, ça va nous épargner des massacres de nos populations. Le bilan humain, il est énorme aujourd'hui. Même si rien n'est certain. Ça se chiffre à plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. C'est énorme, c'est ahurissant. Au-delà de ça, en dehors de ces massacres qui vont s'arrêter, il y a aussi cette réaffirmation de la souveraineté nationale, de l'intangibilité des frontières respectives. Alors que nous avons encore des troupes rwandaises sur notre territoire. Et là, ça vient donner un coup d'arrêt justement à ce spectre de la balkanisation de la RDC. Tous nous craignons justement cela. Et c'est d'ailleurs dans les plans de Paul Kagame, ces velléités expansionnistes et ces velléités de brader justement nos minerais, considérons, pas sur papier bien entendu, mais dans les faits, que la partie orientale est dans la juridiction de Paul Kagame. Est-ce que ce n'est pas vers ça que nous tendons? Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, parce que puisque vous parlez des avantages. Troisièmement, sur le plan économique, des investisseurs qui vont venir, des investisseurs américains qui vont venir, ils vont créer en même temps de l'emploi. Ça va créer en même temps de l'emploi pour nos compatriotes. L'argent va circuler, des taxes seront payées et ça va naturellement aussi augmenter notre PIB.
Donc, il y a beaucoup d'avantages par rapport à cet accord. S'agissant de la gestion collégiale, ça va se faire dans les cadres de la région. Donc, il y a deux parcs qui seront... Bon, co-gérés, ça ne veut pas dire que... Ce sont nos parcs à nous. Ce sont nos parcs à nous. Naturellement. Comment va-t-on ce sont nos parcs à les nous, co-gérer avec un autre pays? Les réalités sur terrain démontrent que, par exemple, il y a des gorilles qui traversent, qui vont du côté Rwanda. Mais s'il n'y a pas un certain partenariat entre nous et le Rwanda, ça sera difficile que ces gorilles retournent, par exemple, dans nos parcs, au parc, je crois que c'est les parcs de Virunga. Virunga, oui. Au-delà de ça, il y a des États, même en Europe, qui sont dans des partenariats sur les gaz, sur plusieurs matières, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous avez cédé votre souveraineté. Non, pas du tout. Et il y a des projets intégrateurs, de projets qui sont bénéfiques à nos deux pays, qui doivent être mis sur la table, discutés sereinement et froidement. Et je pense que les Congolais vont en sortir gagnants. Quand l'opposition dit que Félix Tshisekedi a hypothéqué nos ressources naturelles et que pour protéger son pouvoir, il a bradé nos minéraux. Ce sont des accusations gratuites. Économique. Des accusations gratuites, tout simplement. Je crois qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans ces contrats ou dans cet accord qui sera signé. Je crois que ce sera les deux mains. Mais déjà, s'il faut s'en tenir seulement à l'accord de principe, je pense que notre narratif a été pris en compte. Et rassurez-vous que ces accords ou l'accord définitif sera signé aux conditions de la RDC. Aux conditions de la RDC. Bien, ça, ce que vous dites, même si... d'aucuns pensent que tout est plutôt à l'avantage du Rwanda, qui n'a pas été reconnu comme pays agresseur, qui a toujours des troupes disponibles chez nous, sur notre territoire. Mais écoutez, et cela n'a pas été expressis verbis mentionné dans la déclaration. C'est un contresens des faits. Quand on dit qu'il y a des troupes rwandaises chez nous, les États-Unis avaient condamné. Tenu par le gouvernement. Les États-Unis avaient condamné la présence de troupes rwandaises. Les Nations Unies aussi, à travers sa résolution. Et la déclaration. Les grandes puissances, pratiquement, avaient condamné cela. Donc, c'est pour vous dire que les condamnations ont été bel et bien faites de la part de ces puissances. Pour honorer la mémoire des victimes tombées, on veut bien que cela soit mentionné. Mais maintenant, quand on signe avec le Rwanda, qu'est-ce qu'on fait de la FC, M23 et d'autres? Non, mais il y a quand même, il y a comme ce qu'on appelle la diplomatie qui est menée par Doha, qui a mis en confrontation justement le gouvernement et la délégation gouvernementale et la délégation du M23. Effectivement, c'est pour, puisqu'il s'agit d'une résolution des Nations Unies qui nous impartit justement ces devoirs-là, de négocier avec eux, ou cette obligation de négocier avec les M23 et d'autres groupes armés, bien entendu, il est quand même naturel que nous puissions nous soumettre à cette résolution-là. Nous allons négocier, bien entendu. Ils ont leur cahier des charges, nous avons aussi les nôtres. Et dans toute négociation, il y a ce qu'on appelle des conditions maximalistes. Ils vont certainement monter les enchères, de notre côté aussi. Après, nous finirons par arrondir les ongles pour trouver un compromis, quelle devrait être la ligne rouge, un modus vivendi, et ça ne sera pas de la compromission, soyez-en rassurés, parce que les plus importants ici, ce sont des intérêts de nos compatriotes, les intérêts de la RDC. Nous nous sommes battus pour que la souveraineté de la RDC soit réaffirmée, justement dans l'accord de principe. Nous avons remué ciel et terre pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit respectée. Et je crois que l'accord des principes en dit long. Et sachez aussi que tous les accords qui vont advenir, que ce soit entre le gouvernement congolais et les gouvernements rwandais sous les auspices des Nations Unies, que ce soit entre le gouvernement de la RDC et les M23 sous la houlette justement de Doha, les deux accords seront faits ou seront signés aux conditions de la RDC parce que nous mettons en premier les intérêts de nos compatriotes. Pour que ces accords soient signés à nos conditions, à nous, on sous-entend qu'il faut que nous soyons en position de force. Effectivement, nous avons des pans entiers de notre territoire qui échappent au contrôle étatique.
Effectivement, nous ne sommes pas en position de force, nous avons les cartes en main. Nous avons les cartes en main. Donc, nous ne sommes pas en train de négocier en position de faiblesse. Pas du tout. Si nous étions en position de faiblesse, naturellement, les M23 n'auraient pas réclamé à corps et à cri qu'il y ait négociation avec le gouvernement. Il faudra ensuite parler avec l'opposition non armée. Voilà, je vous ai dit ici que le président a toujours été ouvert au dialogue, a toujours une main tendue vers l'opposition. Il y a une frange de l'opposition qui avait pris au vol justement cette initiative du président en allant s'y faire consulter par les conseillers spéciaux en matière de sécurité. Il y a une autre partie de l'opposition qui a estimé que c'est conciliable ou c'est pour parler des vrais CFR sous les formats ou dans le format de la SENCO. Et je pense que le plus important ici, c'est de fumer les calumets de la paix. C'est d'arriver à parler d'une seule voix. Malgré qu'il y a une frange de l'opposition qui était passée à l'ennemi, mais le plus important ici, c'est l'intérêt supérieur de nos populations. Est-ce que c'est toujours l'ennemi ou ils sont devenus nos frères? Non, le Rwanda reste l'agresseur. Vous comprenez? Et les faits commis par le Rwanda ne sont pas immunisés. Un jour ou l'autre, la justice internationale va fourrer son nez et elle va remonter la chaîne des commandements militaires et politiques du Rwanda pour établir la responsabilité de ceux qui seront mis en examen, bien sûr. Et, entre-temps, il y a d'ailleurs une vidéo de Patrick Mouyaya sur les réseaux sociaux qui fait polémique, où il serait en train de dire qu'après, aussitôt, le calme est revenu, on va toucher à la question de la Constitution. Il est un secret pour personne que notre Constitution est aujourd'hui moyenâgeuse. Notre Constitution est en déphasage avec l'évolution de la société, avec bien de réalités actuelles. Elle n'a que 19 ans, notre Constitution. Naturellement, mais elle a été rétoquée en 2011, je vous rappelle. Ouais. Vous comprenez? Donc, naturellement, le pouvoir qui est notre pouvoir qui est en train de gérer, qui, dont justement le garant est le président de la République, naturellement, lorsqu'il estime qu'elle doit être rétoquée, elle doit être détricotée pour bien des raisons, je crois que nous devons quand même prendre au vol cette proposition du président. Vous savez, personnellement, j'étais surpris par la proposition de M. Kamitatou, qui a suggéré que nous puissions changer de forme de l'État. C'est quasiment sa demande. Au fédéralisme. Au fédéralisme, bien entendu. Mais pour ce faire, il faut naturellement changer notre Constitution. Pour ce faire, il faut rétoquer l'article 220 qui est intangible, qui consacre la forme de l'État. On a dit on reste république. Nous restons république. Entre nous qui avons formulé la proposition à la classe politique pour que nous puissions réfléchir sereinement et froidement sur les biens fondés de la Constitution actuelle ou les biens fondés du changement de la Constitution actuelle. Et ceux qui s'étaient obstinément opposés à cette démarche, qui sont rattrapés par les temps à la suite justement de ces virages à 180 degrés, qui sont républicains, qui sont responsables entre les deux partis. Je pense que nous sommes responsables. Il y a une question qui a été... Vous, le problème, ce qui gênait plutôt l'opinion, c'est une tendance à vouloir s'éterniser au pouvoir. Non, ce sont des accusations gratuites. La Constitution n'est pas encore élaborée, la nouvelle Constitution n'est pas encore élaborée. On sentait déjà les prémices. Non, ce sont des accusations gratuites. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, tout simplement. Le PPRD ayant des velléités, justement, de modification de la Constitution, ayant passé à l'acte, bien sûr, en 2011, parce que l'idée sous-jacente était de trouver un mécanisme pour que le président Kabila s'éternise au pouvoir. Et il pense que l'UDPS ou le président Tshisekedi, en proposant justement les changements de la Constitution, en filigrane, il veut s'éterniser au pouvoir. Le président était clair lors de
son interview en disant qu'il est lassant justement de demeurer au pouvoir pendant plus de 10 ans. Et cette lassitude entraîne justement une certaine nonchalance, une certaine ineptie dans les chefs de celui qui est en train de gérer. Parce que gérer un pays à la dimension continentale, excusez-moi, une certaine inertie, dans gérer un pays à la dimension continentale, ce n'est pas chose facile. C'est un travail énorme. Vous comprenez, c'est épuisant. Donc, le président n'a aucunement la volonté de prolonger son bail au palais de la nation. Donc, c'était tout simplement pour offrir à notre population une constitution qui soit potable, une constitution qui soit le reflet des aspirations de la population. Pour l'instant, contrairement au M23 qui est considéré à tort, justement, par M. Kabila comme étant l'aspiration congolaise. Bon, on a tout de même fini par parler avec le M23. On espère bien que nous finirons par trouver un accord avec ce groupe, trouver un accord également avec le Rwanda et revenir ici à l'initiative de la Senko et des protestants, trouver notre accord avec les politiques, comme a dit un penseur, la paix, la quiétude, la tranquillité, tout ça, ça a un prix. Peut-être qu'il va falloir finalement le payer. On a fini pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Y aurait-il un autre sujet qu'on a éludé, sur lequel on n'est pas revenu, que vous souhaiteriez commenter? Je crois qu'on a passé en revue. Ici, je reviens à la charge pour demander au gouvernement de prendre en charge ces familles qui sont à la Belle Étoile. Je parle de ma population de Massina et aussi la population de Moamba, Ndanou, etc., qui sont victimes justement de cette catastrophe des inondations. Et aussi de mettre à exécution les décisions qui ont été prises pour que nous puissions plus revivre, retomber justement dans cette situation que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Je pense qu'il y a une mesure de démolir les habitations qui sont le long de la rivière, Njili, et je crois qu'il faut que ça se fasse en conformité à nos lois, aux lois de la RDC, dans la mesure où les personnes qui ont acquis justement leurs parcelles en bonne et due forme doivent naturellement être indemnisés. Nous sommes en train d'observer une certaine anarchie dans les chefs de certains exécutifs. Je parle plus au niveau des provinces, au niveau de la territoriale, qui procèdent parfois à la démolition des habitations de paisibles citoyens sans en contrepartie qu'il y ait une indemnisation. Mais comme c'est le cas en ce moment, ce n'est pas normal. De Kintambo, vous comprenez? Tout ça. Donc ceux qui ont construit anarchiquement, je pense qu'il y a un maxime qui dit, excusez-moi, il y a un principe qui dit nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, mais ceux qui ont construit, qui ont acquis en bonne et due forme, qui ont acheté, qui ont des documents, qui leur ont été délivrés par l'autorité compétente, je crois que l'État doit quand même penser à cela, penser à les indemniser pour... parfois, il y a des personnes qui ont investi toutes leurs économies pour construire leurs habitations. Je crois qu'il faut quand même une solution médiane pour ne pas créer d'autres frustrés. Nanga est allé prendre les armes parce qu'on lui avait ravi son carré minier. Faudrait pas que nous ne voulons pas que demain, qu'il y ait encore des gens qui aillent prendre des armes parce qu'ils ont été démolis. Ils ont été expropriés ou qu'ils ont tout perdu. Merci à vous. Merci au public. On ne va pas prendre les armes simplement parce que quelque chose n'a pas marché. C'est inadmissible. Ouais, c'est inadmissible. Enfin, on a fini. N'oubliez pas que la réconciliation commence là où finit l'orgueil. Portez-vous bien. Salut.